Tout acier entrant aux États-Unis sera soumis à des droits de douane de 25%. Qu'en est-il de l'aluminium ? L'aluminium aussi. Le président Donald Trump a choqué de nombreux pays en imposant des droits de douane de 25% sur l'aluminium. Le Premier ministre du Canada a ajouté « Le Canada a également envoyé pour 9,4 milliards de dollars d'aluminium aux États-Unis. Nous riposterons à la mesure commerciale américaine par des droits de douane de 25%. Cela va nuire à l'industrie sidérurgique. Cela porte préjudice à de nombreux pays et producteurs du monde entier, dont l'Inde. J'en parlerai à Trump, mais nous ne reculerons pas. » Bien que l'aluminium représente 8% de la croûte terrestre, son extraction, son raffinage et sa consolidation sont complexes, comme nous le montrerons dans cette vidéo. La Chine est le premier exportateur d'aluminium. Sur un marché mondial de 220 milliards de dollars, elle a exporté pour 34,9 milliards de dollars d'aluminium vers d'autres pays en 2023. A l'inverse, les États-Unis sont le premier importateur d'aluminium avec 28,31 milliards de dollars d'importation en 2024. L'industrie américaine de la fonderie d'aluminium est modeste par rapport aux autres pays. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, la capacité totale des fonderies du pays ne représentait que 1,73% de la capacité mondiale. Ce chiffre doit être bien plus élevé. Bien que la décision de Trump concernant les droits de douane puisse paraître plus politique, elle pourrait protéger et revitaliser l'industrie américaine. Mais qu'est-ce qui rend l'aluminium si important ? Comme tout métal, l'aluminium est brillant et un excellent conducteur de chaleur et d'électricité. Cependant, certaines propriétés uniques de ce métal le rendent plus précieux que d'autres. L'une de ses propriétés étonnantes est sa légèreté. Elle confère à l'aluminium un avantage sur les autres métaux. Par exemple, le cuivre est un meilleur conducteur. Pour transporter le même courant qu'un fil de cuivre, un fil d'aluminium doit être 1,5 fois plus épais. Or, nos lignes électriques aériennes utilisent l'aluminium comme matériau conducteur, car cet aluminium 1,5 fois plus épais est 2 fois plus léger. Cela allège la charge sur les pylônes et permet d'augmenter considérablement la portée entre eux. Cela permet d'importantes économies de construction. Cependant, les lignes électriques sont en grande partie composées d'aluminium, principalement en raison de sa légèreté. C'est pourquoi 13% de l'aluminium mondial est utilisé par le secteur de l'énergie. Par ailleurs, 23% de l'aluminium est utilisé dans le secteur de la construction, car ce métal offre une résistance à la corrosion et un excellent rapport résistance-poids. Cela en fait un matériau idéal pour les charpentes extérieures et les toitures. Aujourd'hui, l'industrie aéronautique utilise l'aluminium pour la construction d'avions, mais ce n'était pas le cas lors de la construction du premier avion. À l'époque, l'aluminium n'était pas considéré comme aussi résistant qu'aujourd'hui. En réalité, il était fragile et malléable. C'est pourquoi la plupart des avions construits pendant la Première Guerre mondiale étaient en bois léger. Bien que les frères Wright aient utilisé l'aluminium pour leur premier avion, ils ne l'ont utilisé que pour la construction du moteur. Il était très difficile de raffiner ce métal. De plus, l'aluminium pur ne présentait pas de résultats prometteurs en matière de résistance. Alors, qu'est-ce qui a tout changé ? Pour comprendre cela, examinons étape par étape le processus de production utilisé aujourd'hui par les principaux acteurs. Sur la croûte terrestre, l'aluminium existe sous forme de composés d'oxyde d'aluminium principalement présents dans une roche brun-rougeâtre appelée bauxite. L'extraction de la bauxite est simple. Généralement, l'exploitation à ciel ouvert commence par une forte explosion. La formation rocheuse se brise. Ensuite, de grandes excavatrices minières récupèrent le minerai de bauxite extrait et le chargent sur des camions lourds. Des mineurs de surface peuvent également être employés pour extraire ce minerai riche en aluminium. Ces machines peuvent couper et concasser la bauxite à l'aide d'un tambour de coupe spécial. Ce récupérateur empileur mesure 125 mètres de long, pèse jusqu'à 1300 tonnes et est capable d'extraire des tonnes de bauxite en quelques minutes. Certains mineurs de surface sont équipés d'un convoyeur de déchargement qui dépose le matériau coupé le long de la machine. Les camions chargés acheminent la bauxite vers une chaîne de concassage. La plupart du temps, des concasseurs sont installés au-dessus de la mine à ciel ouvert. Ils réduisent la taille du matériau extrait afin d'en éliminer les impuretés. Par exemple, un crible vibrant assure l'acheminement de la bauxite de la bonne taille vers l'usine de raffinage. Il s'agit ensuite de raffiner le minerai extrait, qui donnera de l'oxyde d'aluminium communément appelé alumine. Pour cela, la bauxite doit subir un procédé inventé par Carl Joseph Bayer en 1888. C'est le procédé Bayer. Ce procédé se déroule en 5 étapes. Voyons son fonctionnement. La bauxite broyée est d'abord traitée dans un broyeur à boulet. On y introduit également de la soude caustique ou de l'hydroxyde de sodium.
On obtient ainsi une boue à la texture fine. Cette boue est chauffée et transformée en aluminate de sodium dans la zone de digestion. Après chauffage, la boue est déversée dans un décanteur. L'aluminate de sodium complètement développé entre alors dans l'usine de décomposition, tandis que le résidu de bauxite non réactif à la lessive se dépose au fond. Après avoir abaissé la température de l'aluminate de sodium, des germes de cristaux sont également introduits dans l'usine de décomposition. Le mélange est ensuite soumis à une rotation constante pendant près de 2 jours. Cela transforme l'aluminate de sodium en granules d'hydroxyde d'aluminium. Enfin, l'aluminium est suffisamment grillé pour que 98,6% de sa composition devienne de l'aluminé apte à la fusion. Cet aluminé ressemble beaucoup au sucre utilisé en boulangerie, mais sa dureté est telle qu'elle raye une vitre. Récemment, l'entreprise américaine Alcoa Corporation a mis au point une solution innovante pour raffiner la bauxite. C'est ce qu'on appelle la filtration sous pression. Elle permet d'économiser une quantité importante d'eau et de réduire l'utilisation de terre pour traiter la bauxite de manière classique. L'usine de filtration traite les résidus, principalement composés de bouse rouge et de sable grossier. Ces résidus sont pompés dans le filtre où des plaques les compactent, éliminant ainsi environ 70% de l'humidité. L'eau récupérée est ensuite réinjectée dans le processus de production de la raffinerie par un circuit fermé. Les déchets restants, équivalents à l'humidité du sol, sont ensuite transportés par camion vers une nouvelle zone d'élimination sèche pour un compactage supplémentaire. Depuis l'usine de raffinage, l'alumine est acheminée vers une fonderie. C'est là que la poudre d'alumine se transforme en un métal robuste, l'aluminium. Mais elle doit d'abord subir plusieurs tests en laboratoire pour en garantir la qualité. Ces tests comprennent la vérification de la taille des particules qui influencent leur dissolution dans la fonderie. La quantité d'alumine alpha est également mesurée car elle influence la réactivité lors de l'électrolyse. Des tests sont également effectués pour vérifier la fluidité de l'alumine dans les cellules et pour détecter la présence d'humidité ou d'autres impuretés susceptibles de poser problème lors du chauffage. Ces contrôles permettent de garantir que seul de l'alumine de haute qualité est utilisé pour la production d'aluminium, ce qui rend le processus plus efficace et plus fiable. Après l'assurance qualité, l'alumine doit passer par le procédé Hall-Héroult. Auparavant, l'alumine était mélangée sous vide avec du sodium ou du potassium pour obtenir de l'aluminium. C'était une méthode très coûteuse. En 1886, deux scientifiques, Charles Martin Hall, américain, et Paul Héroult, français, ont mis au point cette méthode de fusion. Il est intéressant de noter qu'ils ont tous deux trouvé la même solution la même année, alors qu'ils se trouvaient dans différentes régions du monde. C'est pourquoi on l'appelle le procédé Tout-Héroult. Et même après 150 ans, tout l'aluminium de qualité supérieure est toujours produit selon ce même procédé. L'alumine traité est testé et mélangé à de la cryolite et à d'autres matériaux dans de grandes cuves électrolytiques appelées cuves. Une fonderie peut comporter plusieurs centaines de lignes de cuves. L'alumine brute est introduite dans la cuve et l'électricité circule à travers l'anode en carbone, puis dans la cathode pour créer un processus d'électrolyse. Les atomes d'oxygène se séparent de l'alumine et se combinent à l'anode en carbone, laissant l'aluminium fondu restant au fond de la cuve. Il en résulte de l'aluminium fondu et du dioxyde de carbone. Les émissions sont soigneusement extraites et épurées à sec avant d'être rejetées dans l'atmosphère. L'aluminium fondu, dont la température atteint généralement 950 degrés Celsius, est extrait à l'aide d'un équipement spécial appelé siphon. Ce dernier le transfère dans une cuve spéciale appelée poche de coulée. Les anodes en carbone sont un élément essentiel du procédé Hall-Héroult, mais elles sont détruites au cours de ce processus. Les anodes endommagées peuvent toutefois être recyclées. Ici, un opérateur tente de récupérer une anode endommagée à l'aide d'une machine spéciale. Il s'agit de machines de service de cuve, conçues spécifiquement pour ces opérations de maintenance industrielle. Les restes de l'anode usagée sont broyés afin d'être recyclés. Un approvisionnement continu en anodes neuves est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du processus. C'est pourquoi des ateliers de traitement du carbone sont construits à proximité des fonderies. Un atelier de traitement du carbone est une installation où un matériau solide et riche, le coke de pétrole, est mélangé pour créer des anodes de carbone. En règle générale, l'atelier de fabrication du carbone se compose de 3 bâtiments, une usine de pâte, une usine verte et une usine de cuisson. La matière première est d'abord préparée dans l'usine de pâte. Une pâte composée de matières premières telles que du coke de pétrole calciné et du brai de houille est alors créée pour former le corps de l'anode. Dans l'usine verte, la pâte est moulée en blocs préformés avant leur cuisson.
Diverses machines sont utilisées à cet effet, notamment un tamiseur, un fondoir, un préchauffeur et un mélangeur. Ces blocs non cuits sont également appelés anodes vertes. Elles sont refroidies et stockées pendant 8 heures. Ensuite, les anodes crues sont cuites dans l'atelier de cuisson à haute température, généralement autour de 1120 degrés Celsius. La cuisson dans ces fours produit des anodes dures et durables, prêtes à être utilisées dans les cellules d'électrolyse. Enfin, une couche d'aluminium de grade 429 sous forme liquide est pulvérisée sur les anodes prêtes à être transportées vers la fonderie. Cette machine transfère un lot de 4 anodes sur le site. La fusion de l'aluminium est une opération énergivore. À l'échelle mondiale, près de 70% des émissions liées à la production d'aluminium proviennent de la consommation d'électricité pendant la fusion. C'est pourquoi les fonderies d'aluminium sont stratégiquement situées à proximité des sources d'énergie afin d'optimiser leur efficacité énergétique. Cette proximité garantit un approvisionnement constant en électricité, essentiel au processus de fusion, très énergivore. Les fonderies hydroélectriques sont fréquentes dans les régions disposant de ressources en eau propices à la production d'énergie propre. Par exemple, la fonderie de Lochaber se trouve à seulement 145 km d'un barrage hydroélectrique situé près de Fort William, dans les Highlands écossaises. De même, 2 centrales hydroélectriques indonésiennes fournissent 426 MW d'électricité dédiées à la fonderie d'Inalem. L'aluminium obtenu est encore en fusion et chaud. C'est le moment idéal pour lui donner une nouvelle forme. L'aluminium fondu est coulé dans des moules où il se solidifie pour obtenir la forme souhaitée. Il est généralement transformé en lingots et en billettes. Ces lingots coulés mesurent 9 mètres de long et pèsent plus de 30 tonnes. Ces lingots seront ensuite adaptés à leur utilisation industrielle spécifique. Par exemple, les lingots seront sciés et scalpés en blocs de 10 tonnes destinés spécifiquement à l'impression. Ces blocs seront ensuite transformés en rouleaux. Pour ce faire, les lingots sont préchauffés à 500 degrés Celsius afin d'assurer l'homogénéité des températures extérieures et intérieures. Ils doivent être rabotés lors du laminage à chaud. Les lingots préchauffés sont ensuite laminés à l'aide de rouleaux massifs. Cela réduit leur épaisseur tout en préservant leur ductilité. Un lingot de 10 tonnes est simplement réduit en une feuille de 4 mm d'épaisseur, mesurant environ 2,4 km de long. Lors de la dernière étape du processus, la feuille est laminée en bobines. Un code est attribué à chaque bobine d'aluminium après le laminage à chaud. Cette bobine semble prête, mais elle est encore chaude et doit être refroidie avant d'être traitée dans la section de laminage à froid. Le laminage à froid permet de réduire davantage l'épaisseur requise pour l'utilisation finale. L'industrie de l'impression utilise des feuilles d'aluminium d'une épaisseur comprise entre 0,3 et 0,5 mm. Les bobines finales sont ensuite expédiées dans le monde entier. À l'usine de Wiesbaden, en Allemagne, la bobine d'aluminium est transformée en plaque d'impression. Cette ligne de production complète mesure 200 mètres de long. La bobine de tôle d'aluminium est d'abord déroulée, puis la surface de l'aluminium est nettoyée. On parle de gravure car la tôle est exposée à un agent de gravure chimique tel que le chlorure ferrique ou une solution acide qui dissout le métal non protégé. La tôle subit ensuite un grainage électrochimique. Ce procédé consiste à rendre la surface de l'aluminium rugueuse grâce à un courant alternatif et des électrolytes adaptés. Il améliore l'adhérence des couches photosensibles et la rétention d'eau dans les zones non imprimables. Enfin, vient le processus de revêtement. Un revêtement thermosensible est appliqué sur la feuille d'aluminium. Cette couche formera l'image finale. Un dispositif d'inspection laser vérifie chaque nanomètre d'aluminium à sa sortie de l'usine. Chaque plaque non standard est automatiquement identifiée et triée au cours de cette procédure. Puis une inspection visuelle est effectuée. Des tests lithographiques sont également effectués afin de garantir aux clients l'utilisation exclusive de plaques d'impression de haute qualité avant la découpe. Après un examen approfondi, l'aluminium recouvert est découpé aux dimensions requises dans l'atelier de transformation. Une dernière inspection est effectuée à ce stade du processus de fabrication des plaques. Les plaques au format final sont recouvertes d'une pellicule protectrice pour éviter qu'elles ne se heurtent à nouveau. Tout est parfaitement maîtrisé. Les plaques d'impression quittent l'usine et sont emballées dans du papier imperméable et livrées dans des conteneurs recyclables et étanches à la lumière, prêtes à l'emploi. Rien n'est laissé au hasard. Cependant, l'impression n'est pas la seule industrie à utiliser l'aluminium. On trouve des produits en aluminium partout.
Environ 15% de l'aluminium produit dans le monde est utilisé à des fins d'emballage. L'industrie des transports utilise principalement ce métal pour la fabrication de carrosseries et il est utilisé dans presque tous les types de véhicules, comme les voitures, les camions, les trains, les avions, les fusées et même les navires et les sous-marins. Nos bâtiments contiennent beaucoup d'aluminium. Cependant, l'aluminium pur engendre des émissions de GES. La production d'aluminium représente environ 4% des émissions mondiales. La décarbonation de l'électricité utilisée dans la production d'aluminium est essentielle pour réduire l'empreinte carbone de l'industrie. Il est nécessaire de développer et d'adopter de nouvelles technologies telles que ELYSIS. Ce système remplace les anodes de carbone par des anodes inertes et élimine les émissions directes de carbone liées à la fusion. L'aluminium est non toxique et présente un excellent rapport résistance-poids. Il est recyclable à 100% et à l'infini. Notre monde serait peut-être différent sans ce métal et nous ne pourrions peut-être pas stocker efficacement les aliments transformés, voyager et atteindre les sommets. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo informative. N'hésitez pas à partager vos commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Partagez, aimez et abonnez-vous. À bientôt.